Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir des deux générateurs précédents, la réjection et la transformation, on peut créer un générateur à n dimensions. On va commencer par le cas le plus simple. On va supposer que cette fois-ci, on veut créer donc un vecteur aléatoire x avec des coordonnées x1, xn distribuées selon une fonction de densité de probabilité jointe f de x1 à xn. Alors le premier cas simple, c'est ce que je disais, on va supposer que toutes nos coordonnées, tous nos variables aléatoires qui composent notre vecteur aléatoire sont indépendants les uns les autres, et donc en fait on va se retrouver dans un cas de figure vraiment très simple, puisque ici notre fonction de densité de probabilité jointe, c'est le produit des fonctions de densité de probabilité de chacune des variables aléatoires, et donc pour générer notre vecteur aléatoire, on va générer n variables aléatoires indépendantes, chacun suivant sa fonction de densité de probabilité. Et ça, on peut le faire soit par la méthode de réjection, soit par la méthode de transformation. Donc on est vraiment le cas le plus simple. On va générer nos trucs de façon indépendante, et puis on obtient notre vecteur aléatoire final. Donc ça, cas simple, c'est fait. Maintenant, là où ça va être plus compliqué, c'est si nos coordonnées x1, xn, qui apparaissent ici, nos variables aléatoires ici, qui composent notre vecteur aléatoire, sont corrélées les unes aux autres. Donc là, on peut adapter dans un premier temps la méthode de la réjection. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est exactement comme à une dimension. On tire aléatoirement un x, on tire aléatoirement un y, on regardait si on était au-dessus ou au-dessous de la courbe, et là on va le généraliser à n dimensions. Donc on va tirer une variable aléatoire pour la variable x1, on va faire la même chose pour x2, on va faire la même chose pour xn, donc on a petit n valeur qu'on va tirer dans des intervalles bien choisis, et puis on va tirer un y entre 0 et la valeur de la fonction maximale. Et ça va nous servir de proposition. Donc on va proposer notre vecteur x avec la valeur y, et on va vérifier que notre y est bien inférieur à la fonction de densité de probabilité jointe calculée à la position de notre vecteur qu'on a tiré aléatoirement, donc x1, xn. Si y est inférieur à cette fonction, on accepte le point. Et donc voilà, s'il n'est pas inférieur, si y est supérieur, on va rejeter ce point. Et donc vous voyez qu'on va faire beaucoup de tirages pour obtenir un point. On est obligé de tirer n plus une variable à chaque fois qu'on teste un point. Alors, le problème de cette méthode, c'est naturellement le problème d'efficacité. Alors pour le faire, vous le montrer en fait, ce qui va se passer, c'est que on va finalement consommer, donc utiliser n chiffres, n variables qu'on a tirées, alors qu'on en a généré une de plus. Donc déjà, on a n divisé par n plus 1, ça c'est pour notre efficacité d'utilisation. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de calculer le rapport entre l'aire sous ma courbe, donc l'intégrale de f de x, et qui fait 1, puisqu'on va prendre toutes les valeurs possibles, divisé par l'aire sur lequel on a l'hypervolume sur lequel on a tiré nos points. Donc c'est le produit finalement de tous nos intervalles. Donc le produit de xi max moins xi min, et puis fois à la fin la fonction maximale pour la hauteur. Donc on voit que plus notre hypervolume sera grand devant notre fonction f de x, moins on aura une bonne efficacité. Donc c'est assez embêtant et ça peut vite devenir vraiment très très mauvais. Donc pour améliorer ça, on peut faire exactement ce qu'on avait fait à deux dimensions. On avait utilisé une fonction g de x pour majorer notre fonction f de x. Là on peut faire pareil, mais il faut trouver une fonction g de x qui nous permet de majorer f de x à n dimensions. Et ça peut être relativement compliqué, mais c'est une façon d'améliorer notre efficacité. Et là, dans ce cas-là, on n'aura plus 1 sur l'hypervolume de nos boîtes, mais on aura 1 sur l'hypervolume de notre fonction g de x, qui va apparaître dans cette formule. Donc voilà, donc ça c'est une fonction qui a souvent des problèmes d'efficacité, c'est une technique, pardon, qui a souvent un problème d'efficacité et qu'on va utiliser le plus souvent dans des cas difficiles. Alors maintenant, voyons ce qu'il en est de la méthode de la transformation. Comment l'adapter à un cas général à n dimensions. Alors pour comprendre, on va d'abord le faire à deux dimensions. Et une fois qu'on a compris à deux dimensions, en fait, on va le faire à n dimensions. Mais pour comprendre, c'est plus simple de le faire à deux dimensions. Donc
À deux dimensions, on a donc un vecteur aléatoire qui est composé de deux coordonnées, x et y, tous les deux des variables aléatoires, et on a une fonction de densité de probabilité jointe, f de x, y. Et ce qu'on va faire par la méthode de la transformation, c'est d'abord générer une variable aléatoire, y, puis on va générer la deuxième, x, par exemple. Alors pour cela, les étapes sont les suivantes. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va marginaliser notre fonction de densité de probabilité jointe selon x. Donc ça, on l'obtient, c'est la fonction g de y, c'est l'intégrale de f de xy dx, donc on intègre sur x, et ça, on a la fonction de densité de probabilité de y. Une fois qu'on a notre densité de probabilité sur y, eh ben, on peut utiliser la méthode de transformation classique pour tirer un y valable. Donc là, voilà, on a un g de y, on va prendre l'intégrale de notre fonction densité de probabilité de moins l'infini à y de g de u du. Et une fois qu'on a calculé notre intégrale, on va tirer un nombre aléatoire uniforme entre 0 et 1, et on va calculer des y en prenant g-1, donc la fonction inverse de grand G, qu'on va calculer en R, et ça, on a déjà démontré que c'était distribué selon g de y. Donc ça nous permet d'avoir une distribution de nos y valables selon notre distribution, notre fonction de densité de probabilité pour y. Une fois qu'on a ça, on n'a fait que la moitié, puisque maintenant il faut faut tirer un x valable. Donc pour cela, on va générer un x valable en calculant la fonction de densité de probabilité jointe conditionnelle. Donc vous avez ici, pardon, conditionnelle, pas jointe, mais conditionnelle, f de x sachant y. On va en fait, maintenant qu'on a tiré notre y, on va calculer la fonction de densité de probabilité de x sachant qu'on a choisi notre y. Là, on a déjà démontré précédemment dans le cours que ça, c'est donné par la fonction de densité de probabilité jointe f de x, y divisé par la fonction de densité de probabilité g de y. Et on va la calculer donc en y, au y donné. Donc on va le faire, et puis on va faire notre méthode habituelle de transformation, c'est-à-dire qu'on va chercher la primitive, sachant que notre y est fixé, donc on va intégrer cette fois-ci de moins l'infini à plus l'infini de notre fonction de densité de probabilité conditionnelle pour notre y donné, et on va tirer aléatoirement un R' uniforme entre 0 et 1, et calculer notre x comme l'inverse de notre fonction f de y, calculé donc en R', qui va être distribué selon la fonction de densité de probabilité jointe, f de x sachant y. Et donc ça nous permet d'obtenir un x valable considérant notre y précédent. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'étapes à faire, et il y a une chose vraiment importante à voir, c'est qu'à chaque fois qu'on va tirer un y, il va falloir à chaque fois recalculer la fonction de densité de probabilité conditionnelle ici. Donc ça fait beaucoup de calculs qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire ce type de méthode de transformation à deux dimensions. Alors, qu'est-ce que ça donne à n dimensions? En fait, on va faire tout le temps le même cycle. Donc, je vous l'explique de façon simple. La première chose, c'est qu'on va prendre une variable. Donc là, j'ai pris xn et on va faire une marginalisation. Donc, on va intégrer suivant les autres variables, toutes les autres variables. Donc, il y a beaucoup d'intégrales ici, puisqu'il y a n-1 intégrale à faire. Et une fois qu'on a ça, on va tirer aléatoirement sur f de xn une valeur de xn par la méthode de la transformation. Donc le xn sera valide. Une fois qu'on fait ça, on va calculer la fonction de densité conditionnelle, donc c'est-à-dire qu'on va calculer f de x1 à xn-1, sachant qu'on a obtenu xn. Et une fois qu'on a ça, on va recommencer depuis le début, en considérant cette fonction ici, pour tirer xn-1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marginalisation, et on va marginaliser, c'est-à-dire intégrer sur toutes les valeurs sauf xn-1, pour obtenir la fonction de densité de probabilité de xn-1, sachant qu'on a eu xn, et on va tirer sur cette fonction de densité de probabilité par la méthode de la transformation une valeur de xn-1. Et ainsi de suite. On recommence. On va donc calculer la fonction de densité de probabilité conditionnelle, sachant qu'on a obtenu xn-1 et xn avec les deux premières boucles. Et on va donc marginaliser sur tout sauf sur xn-2. Et ainsi de suite. On va tirer un xn-2 sur cette fonction par la méthode de transformation, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes, et ça devient très vite compliqué au point de vue calcul. Et ça devient tellement
compliqué que dans la pratique, en fait, cette méthode, même si elle marche très très bien sur le papier, elle est pratiquement infaisable à partir du moment où n est égal à 3. Parce que ça demande beaucoup trop de calculs et beaucoup trop de possibilités. Donc il y a des techniques, on peut par exemple calculer toutes ces fonctions conditionnelles à l'avance, faire tous les cas, et puis après il faut faire des tirages. Donc ça peut marcher si on n'a pas trop de dimensions, ou si on a des choses pas trop compliquées, mais dans les faits, à partir de n égale 3, ça devient vraiment très très compliqué, et donc c'est pas réalisable. Donc voilà, on n'utilise pas réellement cette méthode, sauf dans des cas simples à 2 dimensions, on va dire. Voilà, donc dans la vidéo prochaine, dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble une dernière technique, qui est une méthode très efficace pour créer des nombres aléatoires, enfin des variables aléatoires selon des distributions. C'est la méthode Monte Carlo de chaîne de Markov, que je vais vous présenter donc dans la prochaine vidéo.